Alors, atelier d'écriture, c'est bien beau de faire des propositions. Simplement, ça se fait en 3 temps. Là, sur Internet, c'est un peu plus compliqué, mais globalement, on est sur le même triptyque. Il y a cette partie d'exposer, c'est-à-dire comment toi tu te prépares, comment tu anticipes. C'est pas toujours facile, parce que le paradoxe, c'est qu'on se risque dans des propositions qu'on n'a jamais essayées, sinon ça vaut pas le coup. Et l'usage ou la force ou l'évolution d'une proposition, c'est parce qu'on va s'en servir plusieurs fois avec des publics différents. Petit à petit, on pourra à la fois anticiper ce qui vient en réponse à la proposition, donc qu'est-ce qu'on cherche à décoincer, débloquer, atteindre avec elle, et puis en même temps des variations pour justement ne pas rester cantonné dans le même territoire étroit. La deuxième partie, c'est chacun s'en va écrire. Ça aussi, ça mériterait d'être scruté peut-être d'un peu plus près. La troisième partie, c'est ce moment de la lecture immédiate. Évidemment, c'est des brouillons, c'est des ébauches, ça vient d'être écrit, mais c'est pour ça que c'est tellement vivant. On a encore les mains pleines de pigments, de couleurs. On voit le texte qui s'ébroue, qui contient à l'intérieur de lui-même plein de pistes, et puis aussi texte qui reste, justement parce qu'encore en ébauche, des tas de potentialités peut-être, mais qui restent opaques, cachées, non révélées. Et pourtant, si on a 15 textes qui résultent de l'atelier, chacun des 15 va montrer dans chaque texte précis ces pistes inexplorées qu'il contient. C'est-à-dire, pour moi, la meilleure incitation à la réécriture, ou cette charge dont on va se saisir progressivement chacun pour revenir au travail dans son texte, ou continuer le travail de façon indépendante, autonome, c'est le fait collectif de l'atelier qui surgit, bouillonne, brasse à l'intérieur de chaque texte spécifique. Alors, épisode précédent, j'avais fait une vidéo qui s'appelle 21 trucs sur la lecture à haute voix en atelier. C'est-à-dire, évidemment, comment on se lève de sa chaise, comment on se prépare la voix, et puis surtout, comment les textes, on les malaxe, comment on les reprend, comment on les réimprovise. Et ce moment-là aussi, pour moi, de lecture, quelque part, il est autosuffisant. C'est justement parce qu'on essaye le texte, qu'on lui donne sa matérialité dans le partage, par la fabrication de l'écoute, qu'il devient cette chose en dehors de vous-même, et que dans cet écart, il y a la mise en mouvement qui crée à la fois le retravail du texte et à la fois les perspectives hors du texte, plus loin que lui. Alors la question suivante, elle est à la fois indépendante et à la fois liée. C'est la question de comment faire retour sur les textes en atelier. Et c'est pas une question facile, parce que pour moi c'est quasiment un point d'aveuglement. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, par exemple, cette espèce de tic que j'ai pris de tourner le dos à la personne qui lit pour entendre, écouter mieux. Et quand la lecture du texte se termine, il y a toujours l'espoir ou l'utopie que le groupe lui-même va devenir agora et qu'on va se mettre à discuter, commenter ce texte. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est à vous, l'animateur, d'initier, de construire ce retour, et en construisant ce retour, d'appeler évidemment l'agora à se constituer. Je crois que pour moi, c'est toujours ce que j'ai vécu de façon la plus grisante. Pourquoi ? Parce que c'est pas soi-même dans sa littérature. C'est-à-dire on construit le retour hors de soi depuis des enjeux qu'on essaye d'objectiver en dehors de ses simples prédilections. Quelquefois on n'y arrive pas. Dans ce cas-là, on le dit. Donc quelque chose de vertigineux et grisant, parce que pour moi ça passe toujours par, non pas la trouille, puisque tu sais que tu vas avoir justement
une masse là, concrète, perceptible de plaisir dans ce retour des textes. Mais le fait qu'elle ne soit pas prédictible, le fait que jusqu'à la dernière seconde, tu ne puisses rien envisager, c'est même pire que ça. Dans le temps même de l'écoute, si tu construis déjà dans l'écoute comment tu vas réagir, il y a de grandes chances que la suite du texte te démontre que c'est pas ça qu'il fallait prendre. Donc il faut faire une espèce de page blanche en soi-même, laisser s'échafauder cette sculpture qui passe simplement par la voix, ou si on peut le faire, projeter le texte au mur, et dans ce cas-là, avoir aussi la réflexion, le commentaire visuel sur les phrases, mais un commentaire visuel qui ne se fait pas texte en main, qui se fait à condition de projeter le texte avec un vidéoproche et de montrer avec les mains comment on peut presque déboîter les mots, les changer de place. En tout cas, je l'ai toujours vécu comme ça. Une sorte de moment noir, le texte s'arrête et c'est à toi d'accueillir. Et ce mot d'accueil, il suffit. Peut-être même que c'est le plus difficile, c'est quand toi tu as les mains prêtes à l'accueil et que je mets plus élastique et que tu n'as pas grand-chose à accueillir, ou que ce que tu accueilles peut te gêner, ou en tout cas c'est maladroit, et donc c'est comment toi t'attaches. Elle n'est pas évidemment d'écarter, d'écraser, etc., mais toujours trouver la petite piste qui indique le plus loin, qui indique comment tu vas t'appuyer, à quoi tu vas faire appel dans la bibliothèque, pas la tienne, mais bien plus large, pour montrer que ça, cette instance-là, c'est elle qui peut servir d'appui pour ce chemin qui emmène de toute façon le participant hors de toi, loin de toi, mais il ira tout seul. Alors comme c'est une question pas facile, ce matin, très tôt, j'ai ouvert mon petit logiciel Ulysse de prise de notes et j'ai gribouillé les notes. C'est quelque chose que je ne fais pas en général pour les vidéos. Il y a 17 petits paragraphes. On va se les prendre, je les lis, je les commente, je les commente pas. On est déjà dans le même jeu que faire retour sur les textes. Faire retour sur les textes en atelier. 1 sur 17. Que parfois il n'y a rien à dire et que j'ai le droit de ne rien dire. Cela n'enlève rien à la qualité d'un texte. Combien de fois ça m'est arrivé ça, surtout si tu as 15 textes, et combien de fois ça m'est arrivé, tu as 15 fois des textes lus, 15 fois ta concentration qui vient, en général 13, 14 fois il y a ce travail qui se met en mouvement, et puis des fois, non, c'est pacifié, c'est là, c'est un travail qui se constitue, c'est un travail qui peu à peu sédimente. Bon, je dis rien. Est-ce que c'est grave ? 2. Qu'il ne s'agit pas de placer des adjectifs du genre de ceux qu'on trouve dans la presse littéraire. Oh, il y a de l'humour. Oh, il y a de l'émotion. Oh, méfiez-vous des adjectifs. C'est pas ça la question. Alors évidemment, on est toujours en situation non jugeante. Mais c'est facile de dire qu'on est en situation non jugeante. C'est pas facile d'écarter tout ce qui est l'instance de ce positionnement subjectif ou affectif par rapport au texte. Ma position par rapport au texte, c'est pas dire qu'il est bien, ni de dire qu'il est pas bien, ni de dire en quoi moi je le reçois par une certaine gamme d'affects. Il est de le resituer dans sa genèse, son travail et ses enjeux. Ça passe pas par des adjectifs. Mais une fois qu'on est ancré là, c'est-à-dire justement cette légitimité qu'on a ensemble à lire des textes qui viennent d'être écrits. La métaphore, c'est celle du cours de dessin en école d'art. Tu passes, le truc il est sur son pupitre, tu peux rajouter un petit trait éventuellement, tu peux dire « Ah, ça, cette zone... » Mais on passe comme si on se plaçait soi-même là où le travail
c'est établi et est prêt à continuer. Donc on n'est pas dans une affaire de parole, on est dans une affaire de gestes et de quel geste de travail a été mis en place ici et comment toi ce geste tu peux l'accentuer ou le remettre en place si besoin, parce que c'est toujours violent faire retour sur ces textes et c'est cette violence qu'il nous faut examiner, même si c'est une violence bienveillante. 3. Il ne s'agit pas d'une grille, mais plutôt d'un ensemble de points de résonance. Si j'ai 15 textes à recevoir et commenter, chacun des 15 textes éveillera tel ou tel point. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme ça une sorte de tableau. Combien de fois j'ai vu ça traîner dans les bouquins ou les colloques, les machins comme ça. Une grille de décryptage ou d'évaluation des textes. Ben non, c'est une fresque, c'est des grands tableaux lumineux. Tu as des petits points qui s'allument. Des fois, ils s'allument là, dans cette région, et puis les autres, c'est pas du tout ça ce qu'on demande à ce texte. Par contre, la confiance qu'on a, c'est que si on a un groupe, par contre, la confiance qu'on a, c'est que si le groupe c'est 15 personnes et que surgissent 15 textes, l'ensemble des petites lampes de la grande fresque lumineuse, on va pouvoir les mettre en travail. Et que la conscience que chacun peut avoir de l'ensemble de ces petits points de réaction, c'est ce qu'on met en place, ou simplement que dans le verbe lire, il y a qu'est-ce qui fonctionne dans la gamme limitée de ces paramètres qui concernent de près ce texte. Et savoir que c'est le collectif qui pourra, lui, faire prendre conscience de l'ensemble de cette fresque lumineuse qu'on met en jeu à chaque nouvelle prise d'écriture. 4 sur 17. Souvent, la façon dont le texte chemine vers son écriture à mesure qu'il s'écrit, la trouve ou la perd, si ces bascules de structure s'entendent, les mémoriser et les signaler. Ça, je crois que c'est quelque chose qui peut se faire qu'avec la pratique. Mais c'est trop facile de dire ça. C'est-à-dire que quand j'écoute un texte, d'avoir toujours une sorte de double écoute. C'est-à-dire ce qui se passe dans la phrase et ce qui se passe dans la structure. Et ce qui se passe dans la structure, si une lecture, ça va être 4-6 minutes, c'est rarement plus. Quand même, si on part d'un temps d'écriture de 40-50 minutes, ça va de 10 lignes à 2 pages ou 3 pages. Il n'y a pas de règle, heureusement, là-dessus. Mais quel que soit le format du texte, et vous n'êtes pas prévenu avant du format du texte. Vous découvrez le format du texte à mesure que celle ou celui qui l'a écrit est en train de le lire. C'est-à-dire à mesure qu'on se laisse porter par la linéarité du texte, avoir une sorte de réflexion sous-jacente qui est c'est construit comment ce truc et à quel moment ça bascule. En particulier, comment le texte assume sa prise d'écriture, c'est-à-dire comment le texte assume sa prise d'écriture, qui est souvent aussi artificielle, la question de ce qui se passe en amont du texte. Ça aussi, pour moi, c'est un espace particulier de proposition. Et puis, à un moment donné, le texte s'appuie sur son indépendance et chemine tout seul. Et ça, pour moi, c'est des mécanismes que Maurice Blanchot, c'est dans son livre sur Lautréamont et Sade. Quand il décrit les chants de Maldoror, Blanchot à chaque fois pointe comment des écarts ou des bascules à tel moment de l'écriture, Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, s'en ressaisit comme point de départ pour le chant suivant. Et ce qui fait et c'est ce qui explique en partie ce chemin où l'écriture devient totalement autonome et quasi vertigineuse. Et c'est compliqué aussi parce que si tu écoutes la structure, il y a des moments où tu verras que le texte trouve en lui ces espèces de points de chauffe qui pourraient l'emmener n'importe où et à un moment donné, on peut aussi le perdre. Mais combien de fois, dans le retour du texte, c'est mon point de départ. Dire, dans ce que j'ai entendu, il y a une première partie qui est de cette façon et qui va jusqu'à ce point. Il y a une deuxième partie qui s'établit comme ça, une troisième partie, etc., etc. Et ça, je ne sais pas comment on peut faire autrement qu'à force
de l'ancien combattant. 5. La façon dont l'écriture, à mesure qu'elle s'établit, crée un nouveau point d'engendrement indépendant de l'intuition initiale. Ne scrutez alors que ce point-là. Ça reprend ce que j'ai dit juste avant, sauf que dans le retour, c'est pas un retour sur l'histoire du texte ou la totalité du texte ou le mouvement général du texte, que tu as à faire la preuve que tu l'as bien écouté et bien compris. En plus, moi, souvent, c'est un problème. C'est-à-dire, précisément parce que mon attention, elle est dans le travail, la genèse et les perspectives, la partie la plus surface de la linéarité, c'est-à-dire l'histoire ou le contenu, quelquefois, c'est ce que j'ai le plus de mal à retenir. C'est comme ça, et je le vis sans culpabilité particulière. Mais là, ce point, c'était juste dire que c'est pas un retour général sur le texte, c'est que si tu as 15 textes qui sont lus, dans chacun, il y a un point qui indique une problématique particulière ou une symptomatique particulière. Eh bien, mon retour, il ne sera jamais égal sur les 15 textes. Simplement, je me dis que si chaque fois je trouve ce point particulier sur lequel réagir et répondre, eh bien, on va avoir 15 de ces points particuliers évoqués dans les 40 minutes de la lecture. Et que là, on n'aura pas perdu notre temps. 6 sur 17. La bibliothèque mentale en atelier n'est pas ma bibliothèque subjective. À quoi le texte qui vient d'être lu en appelle dans la bibliothèque, en affinité ou en rupture, comment il s'inscrit dans l'héritage multiforme, celui de l'histoire littéraire, celui des explorations contemporaines. Oui, ça suppose de se former soi, à le reconnaître. Oui, ça suppose de se former soi, à le reconnaître, donc lire. Et j'avais même mis entre parenthèses que c'est triste l'accueil pauvre d'un texte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et c'est pas dans la gloriole, parce que justement, tu te sens à chaque fois, non pas dans l'impuissance, c'est-à-dire si tu réponds avec des œuvres dont tu es intime. Par exemple, Marcel Proust, ça fait travailler toutes les questions. Donc, je reçois un texte, je vais pouvoir illustrer par Marcel Proust quelle problématique là, etc. Mais si ça renvoie à des fonctionnements, par exemple, le fractionnement de la page et laisse la notion d'espace, comment elle s'est inscrite, qui renvoie plus à André Dubouché, je pourrais dire à l'étudiant, l'étudiante, tiens, ça, peut-être que dans les carnets sur l'espace de André Dubouché, tu vas trouver quelque chose qui alimentera ta réflexion. Non pas un modèle, une instance comme ça. En école d'art, c'est avantageux parce qu'on peut toujours compter sur cette espèce d'égoïsme de l'artiste. Dans la tête, il y a déjà acquis que tu as un boulot à faire et que tu prends le charbon pour mettre dans ta chaudière. C'est pas du tout, par exemple, acquis si tu fais un atelier à Normal Sup, où il y aura toujours à construire que ce qui s'écrit participe de l'art et l'esthétique et non pas d'une rhétorique ou de la raison. Le silence au raisonneur de Mallarmé. C'est-à-dire que je ne suis pas dépositaire d'une bibliothèque universelle. Il y a ce que j'aime dans ma bibliothèque, il y a ma liberté de constituer ma bibliothèque, de vivre dans ma bibliothèque, et en atelier, d'être capable de répondre dans l'accueil du texte avec une bibliothèque beaucoup plus large qui ne correspond pas à mes propres affinités. Alors comment y arriver? Ça se construit parce que dans le retour, justement, tu n'es jamais satisfait de ce que tu dis en retour. Tu as ça, tu as cette harmonique, tu as ce fonctionnement, tu reprends le train, tu rentres chez toi, ce truc-là, à quoi ça me fait penser? Et à ce moment-là, tu vas trouver le bouquin, et puis la semaine d'après, tu la portes, et puis tu te rappelles quand on avait discuté de ça, regarde ça, comme ça marche. Donc, c'est pas la question de lire pour avoir cette espèce de casier numéro 2, touché, coulé. Non, c'est beaucoup plus humble que ça. En ce moment, dans nos ateliers en ligne, c'est peut-être ça qui fait la richesse aussi des Zooms. Là,
on travaille sur l'arbre, on commence à discuter sur le fait que c'est pas forcément une consigne évidente de sortir de questions d'entrer dans le domaine humain, non humain, et puis tout d'un coup, un participant qui se met à parler de Philippe d'Escola, et puis quelqu'un d'autre qui va parler de tel livre, puis quelqu'un d'autre qui va parler de tel livre, et on recrée collectivement ce paysage qui est l'accueil, l'ensemble de cette surface résonante, mais dont toi, évidemment, tu ne disposeras que d'une sorte de sélection empirique. C'est gênant? Non, c'est pas du tout gênant. Simplement, toi, savoir que entre la bibliothèque de tes affinités, ta bibliothèque de lecteur, ou la bibliothèque qui intervient dans ton écriture, et cet appel à une bibliothèque plus large, justement parce que tu es confronté à des textes qui ont besoin de se référer à tel ou tel fonctionnement, c'est pas la même chose, c'est pas le même étage, et c'est ta responsabilité de le construire. Quel que soit le public à qui tu as affaire. Et c'est pas du tout une question de niveau de culture. Corollaire, si sur 15 textes lus, un seul dans cette séance permet d'en appeler ainsi à l'histoire littéraire ou au paysage contemporain des formes, ça suffit. Il faut aussi penser à la rémanence pour les participants de ce que les 15 voyages auront initié. C'est aussi une tâche de l'atelier, et elle ne tient pas uniquement au texte lu. Rien d'autre que ce mot rémanence. C'est-à-dire, pour moi, implicitement, à chaque fois que tu fais retour dans ce moment-là, c'est quelques minutes, c'est quelques secondes où tu rends compte de ce que tu as entendu, ou la difficulté, ou les difficultés que tu as eues pour piger, comprendre, savoir que dans cette fresque lumineuse dont j'ai parlé, le petit point qu'on va détacher grâce à ce texte, installer sa rémanence pour qu'il concerne les 14 autres du groupe. Et que là, tu as ta récompense. Ou en tout cas, que ça veut dire qu'on a fait le job. Retour à la vidéo précédente sur comment le retour, c'est réimproviser le texte lu. Comment le retour, c'est transformer la lecture orale, ce travail artisanal sur la lecture, dans les variantes de la relecture. Que le retour sur un texte n'est pas forcément ou seulement le commentaire du texte, mais sa remise immédiate en travail avec variation. Et dans l'écart, comprendre où est la possible avancée. La petite faille où se glisser. Quelquefois, un texte lu appelle en toi un secret, un souvenir personnel lié à ton écriture, à un autre atelier, à une circonstance de vie toute petite ou très grande. Sur 15 textes, une fois tu as le droit à ce que ce soit ça ton retour. C'est-à-dire, si tu commences à raconter ta vie à chaque texte qu'on te lit, t'as pas fini, mon bonhomme. Ou raconter une autre occurrence d'atelier, ça c'est dangereux, parce que lui là, ou elle qui vient d'écrire ce texte, elle est unique, et son livre, la promesse, singulière et unique. Donc c'est très rare que j'évoque un autre souvenir d'atelier, et c'est très rare que j'en appelle à des problématiques qui me sont personnelles, de souvenirs ou d'écriture. Mais si tu te dis joker sur 15 textes, là tu répondras avec ça qui vient de toi. Ben, là tu as le droit. Et peut-être que sur les 15 textes, tu auras signifié à ce moment-là que tu les reçois avec ta part intime et ton histoire d'animateur d'atelier. Mémoriser le texte à mesure qu'il est lu, même s'il est projeté sur le mur, cette mémorisation orale est première. Je repère une phrase, une seule, qui possiblement est abîme. C'est sur cette phrase et elle seule que je ferai retour. Pourquoi un texte écrit en 40 minutes recèlerait-il une vérité absolue, ou bien de ce que Ponge nommait, en parlant de Lautréamont, retourner la littérature comme un gant, mais c'est tant mieux si c'est le cas. Peut-être ne retenir qu'une seule phrase, mais exprimer en quoi elle indique un livre possible, une possible folie générale. Ce que cette phrase, la phrase et non le texte, contient possiblement d'ampliation. Regarder la phrase, ne pas regarder le texte.
2, 4, 6, 8, 10. On serait vers le 11. Ça avance. Retour, faire retour sur un texte signifie qu'on soit allé quelque part, par ou dans la lecture. Il ne s'agit pas de respect de la consigne, mais de ce qu'a amorcé en amont les enjeux littéraires de la consigne. Si on n'a pas de retour à faire, c'est qu'on n'a pas été assez clair dans la définition du risque à prendre. Retour signifie qu'on soit allé quelque part pendant la lecture du texte. Il ne s'agit pas du respect ou pas de la consigne, mais de ce qu'on a amorcé en amont des enjeux littéraires de sa propre consigne. Si on n'a pas de retour à faire, que ça ne dialogue pas, c'est qu'on n'a pas été assez clair dans la définition du risque à prendre. Pas surévaluer ce point, parce que sur 15 textes, il y a forcément un moment où on va dire, pour un des 15, voilà comment ça fonctionne, et voilà quelle était la consigne. Dans l'écart pris, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit par l'écart? C'est-à-dire que revenir à sa propre consigne, c'est pas une instance jugeante ou pas, ou de réussite ou pas, ou d'obéissance ou pas, évidemment. Au contraire, qu'est-ce qui pourrait naître de singulier qui obéissent à une consigne? En quoi l'écart nous prive d'enjeux qui étaient dans la consigne? Et ça, c'est ambivalent. C'est, d'une part, en quoi le texte permet de reparler des enjeux de la consigne, mais sur tel ou tel de ces enjeux, les rendre beaucoup plus matériels, mais aussi de s'interroger soi, c'est est-ce que je les ai rendus suffisamment clairs ou attractifs? Ce qui est aussi une autre affaire. Il faut que j'essuie mes lunettes. Mais j'y vois rien. On continue. Corollaire, consigne respectée ou trahison de la consigne. C'est aussi un retour sur un des 15 textes ou plusieurs. Trahi comment? Trahi pourquoi? Ça aussi, ça enseigne. C'est ce que je venais de dire en gros. Ce moment du faire retour sur les textes, c'est pas la grand-messe, ni le tribunal. Il y a un plaisir énorme, voire grisant pour l'animateur, à découvrir ce qu'il va dire à mesure qu'il le dit. Ne te prive pas de ce plaisir, accepte ta propre dérive. Le retour, c'est un écrire oral. Pour ça, par contre, que je suis souvent si bloqué dans la réception par mail ou par écrit sur un texte. Qu'est-ce que je veux dire là? C'est que tu te mets à disposition, quoi. Tu as entendu, écouté. En général, même, ça, je sais que je ne l'ai pas mis là-dedans, c'est ce que tu n'as pas compris du texte, ou ce que tu as loupé du texte, très souvent va émerger à ce moment-là. Et très souvent, si tu as loupé ça dans la narration, si tu as loupé ça dans le fonctionnement du texte, ce que tu n'as pas compris, là tu vas avoir une piste d'échange ou de discussion. Mais quand tu commences à parler sur ce point opaque, point aveugle, qui a éveillé en toi l'écoute du texte, même si ça n'appartient pas au texte que tu as entendu, eh bien, de creuser en toi ce point opaque. Et là, tu réponds à une création écrite par une instance très humble de création orale. Et ça, pour moi aussi, c'est le retour. La liberté de prendre un petit fonctionnement dans le texte et de l'explorer oralement. Même si tu ne réponds pas directement au texte. Là. Faire retour d'un texte lu, donner rendez-vous à la personne pour un entretien privé sur le texte qui vient d'être lu, ou le projet d'écriture en cours. Ouais, ça c'était plus ça en école. Tu as des zones de retour. Est-ce que ça concerne les autres qui ont écouté? Dire simplement, ok, on se voit à la fin. C'est légitime. Injonction de retravail. Ça se touche concrètement ou pas du tout? Si ça émerge des relectures avec un pro, si ça émerge des tenseurs qu'on vient de détecter, ou sinon, est-ce que c'est la peine? Si, pour moi, il y a toujours une sorte
de fétichisme du retravail. C'est-à-dire, je veux pas entrer là avec du dogmatisme, c'est pas ça. On n'arrête pas de retravailler des textes tout le temps, tout le temps. Par contre, en atelier d'écriture, pour moi, l'enjeu, c'est comment tu apprends à construire ce qui précède la prise d'écriture. Et ça, pour moi, ça se prépare comme le reste du travail. Et ça s'explore avec des propositions d'écriture singulières. C'est-à-dire que si les ateliers d'écriture m'ont appris quelque chose toutes ces années, c'est que dans mon propre travail, je sais là, de façon beaucoup plus, le mot violente, c'est pas ça, abrupte, pragmatique, la force du premier jet. Il n'y a pas un culte, ni du spontané, ni du brut. Il y a simplement cette concentration qui précède en musique le concert. Tout est prêt, mais tu laisses totalement. Et ce que tu laisses, là, il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais je crois que cette métaphore, évidemment, du concert, peut-être contrairement à la peinture, mais il doit y avoir les équivalents aussi dans les postures, dans tout l'ensemble des postures du peintre. Il y a que cette immédiateté du faire ou de l'agir, c'est comment intérieurement, prenez la métaphore aussi de la préparation du geste dans la calligraphie japonaise ou chinoise, et ce que la préparation des outils, de l'encre, en quoi elle est impliquée dans ce côté définitif et quasi immédiat du geste de calligraphie. C'est peut-être là où la pratique de la conduite d'atelier d'écriture a transformé le plus mes propres pratiques d'écriture. Il ne s'agit pas de renforcer ou de mettre un culte là sur le premier jet, c'est de se dire que la façon dont avance un atelier d'écriture, c'est la réitération. C'est parce qu'aujourd'hui tu travailles ça, que demain tu travailles ça, que là tu travailles ça. Si tu as un cycle de 14 séances, un semestre, eh bien, au bout de 5-6 séances, tu vas sentir que ça y est, ça se déplie, que chacun écrit, non pas simplement en fonction de ta consigne, mais qu'il s'établit comme une sorte de tenseur triangulaire. Le ou la participante écrit en fonction de ce que tu amènes, mais en fonction de ce qu'il ou elle a déjà écrit. Ça, c'est simplement une sorte de... pas de déculpabilisation, mais se dire que il n'y a pas à se dire comment on prend ce tout petit machin, là, ce petit dé à coudre d'écriture, et on en fait une perfection. Peut-être un moment, peut-être sur les 15 textes, tu auras ça, prendre une phrase, et puis l'étarquer à l'extrême. Mais pas 15 fois. Pas possible que ce soit 15 fois. Et que, plus souvent, se dire au contraire, ok, c'est ça ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on va mémoriser? Qu'est-ce qu'on va garder? Qu'est-ce que tu garderas de ça dans la prochaine séance, quand à nouveau tu vas être à écrire? Faire retour sur 15 textes, ça te panique? Ai-je écrit? Alors pose-toi des questions sur ton envie de littérature, sur ta capacité de jouissance à 15 formes ou temporalités différentes de littérature. Ce qui s'est écrit n'est pas un exercice, mais est littérature. Il n'y a pas de désir à entendre 15 textes successifs, c'est qu'on n'était pas parti du bon endroit. Là, je commente même pas. C'est pas simple, dans la mesure où on fait ça longtemps, où on fait ça beaucoup, où on fait ça des fois avec des groupes ou des personnes qui vous sont imposées par les partenaires, les questions particulières. Si tu n'as pas envie des textes qui surviennent, comment tu pourrais faire retour? Je crois que ce simple désir ou cette simple attente, elle fait aussi partie du pacte que tu as avec quel que soit le groupe avec lequel tu travailles. Présenter une proposition, c'est déjà dire de quoi tu as envie. Où est toi ton désir? Ensuite, le désir, c'est pas seulement le texte, c'est le texte plus la voix et le visage. C'est totalement irrationnel. Mais dans cette irrationalité,
il y a peut-être le fil le plus profond du pacte. Et ça se raisonne pas. Moralité, si tu n'as pas envie de faire atelier d'écriture, de conduire atelier d'écriture. Des textes lus manquent à leur objectif ou insultent à la littérature. Si c'est une provocation volontaire, alors réponds au nom de la littérature. On a le droit de dire son refus. Sinon, être gentil et dire que ce sera mieux la prochaine fois. C'est quand même très rare, hein, mais ça arrive. Pour ça aussi que je mets souvent des règles. J'aime pas qu'on parle de moi dans un texte d'écriture. On est ensemble, il y a celle ou celui qui écrit, il y a moi en tant que je suis là pour être le médiateur de cette proposition, et il y a ce qui surgit, qui s'est écrit et qu'on examine ensemble. Si on fausse les positions, ça marche plus. Ça arrive, mais c'est souvent des positions défensives. En ce cas-là, ça se contourne facilement. 17 et dernier. Tu as fini l'atelier, tu as repris le train ou les transports, oublie tout. Lave-toi. Quand tu reviendras, ce sera de nouveau au nom de la littérature, plus large que toi, de ce qu'elle exige qu'on balaye tout pour chaque fois recommencer de zéro. Un atelier d'écriture, ce n'est pas de la pédagogie, pas de la progression raisonnée. Là, il y a deux choses en une seule. Que ces retours, c'est pas quelque chose où... J'aime pas, par exemple, c'est rare, hein, des gens qui vont noter « Ah, si, il y a ça. » Non, oublie ça. Enlève. La pédagogie, c'est quand on présente la consigne. Dans le retour, on n'est plus dans la pédagogie. On est dans le mystère de la pratique. Et ça aussi, en quoi ça impose que tu marques ton propre espace de liberté. Et c'est quoi ton propre espace de liberté? C'est que le temps de l'atelier est fini, celle ou celui qui a écrit, il ou elle a son rapport à l'écriture, et que toi, tu vas retrouver ton écriture. Si tu es là, et si l'atelier fonctionne, c'est justement que ta seule part de légitimité, tu la trouves du fait que tu te confrontes à l'écriture. Et donc, bye les gars. Ce qui s'est passé dans le temps de la rencontre, c'est entré là, tu as été 100% dans l'écoute, dans le retour, la réponse, la construction, l'examen au sens, qu'est-ce qui se passe là, dans cette phrase, entre le réel, le monde, l'énonciateur, la bibliothèque, tu pars, ça s'en va. Et cette capacité-là, elle est aussi importante justement parce que reste ce qui ne peut pas s'enlever. La rémanence d'une phrase, d'un grain de voix, d'une figure ou d'une image dans un texte. Et que finalement, ce que tu ramènes à chaque fois, c'est ce qu'il y a d'irréductible, ce qu'il y a de totalement indestructible, incompressible dans le fait littéraire, même si tu étais avec des gamins de collège. Alors, on est bien d'accord? C'est une vidéo où, pour la première fois en 30 ans, j'essaie de mettre là, sur mes 2 petites pages de notes, qu'est-ce que c'est pour moi? Il s'est passé quoi dans toutes ces réitérations à chaque atelier de faire retour sur les textes. Même si tu es à Sciences Po en 2 heures et que dans les 35 minutes non compressibles qu'il y a, tu liras 8 textes sur les 15 du groupe et que ton retour, ce sera à chaque fois 4 minutes. Mais en même temps, il peut très bien arriver que sur un texte, on se mette à parler et on aille au bout de ce qu'il y a à dire. Peut-être que cette fois, de 15 textes, si c'était le 3e, eh bien, il n'y aura rien d'autre qui sera lu. Mais au moins, on aura travaillé ensemble. Chaque texte qui est lu par quiconque l'a écrit, dans le moment de l'atelier et le moment où on en parle, c'est un texte signé, écrit par l'atelier tout entier. C'est peut-être ça où je voulais arriver, et puis la suite, on en parle.